Claude François sa mort, ne ratez pas la suite de nos émissions qui vont reprendre d'ici cette nuit. J'ai reçu une lettre de Marc Pili, je la publie dans cette série d'émissions. Merci beaucoup pour votre travail d'investigation sur Claude François grâce à vos vidéos sur YouTube. Une très belle lettre de Marc, il m'en a envoyé plusieurs, mais celle-ci, je la trouve extraordinaire. Bonjour Marc, moi je suis Marc Harriman, je précise. Donc, il me dit dans la lettre « Bonjour Marc ». Vos vidéos permettent vraiment de voir la mort de Claude François sous un autre angle. Décidément, les gens qui ont enquêté sur la mort de Claude n'avaient rien à envier à l'inspecteur Déric ou l'inspecteur Clouseau, tellement ils ont été mauvais. Après avoir vu toutes vos vidéos, donc toutes, ça veut dire quand même beaucoup, puisqu'il y en a plus de 110. Alors un grand merci à Monsieur Pili. Si vous avez vu toutes les vidéos, écoutez, bravo, parce qu'il y en a beaucoup. Vous précisez dans la lettre que vous m'envoyez, j'en ai acquis la certitude que Claude est bien mort d'une surdose de médicaments. Il n'était pas seul dans l'appartement, présence de 3 fans. Il y avait bien sûr la très attirante Marie-Thérèse, et vous me dites que selon vous, elle est arrivée après, ainsi que Kathleen, et j'aurais tendance à penser, comme M. Pili, qu'il a raison. Ces 2 femmes se sont mises d'accord pour donner une version officielle de la mort de Claude. Alors je vous relis ce passage. Je souligne en bleu. Marie-Thérèse est arrivée après, ainsi que Kathleen. Ces 2 femmes se sont mises d'accord pour donner une version officielle de la mort de Claude. On va souligner la suite du courrier. Je suis persuadé d'ailleurs que ce n'était pas Claude qui lui a ouvert la porte à son arrivée, car il était déjà mort selon moi, mais plutôt la femme présente dans l'appartement, celle qui a prévenu Josette, la sœur de Claude. Alors je fais un petit commentaire, je trouve que M. Pili est redoutable dans ce qu'il explique, parce que je n'ai pas pensé à ça, que la fille qui était dans l'appartement était descendue ouvrir la porte, ce qui serait plus logique, parce qu'on imagine mal Claude ouvrir une porte à quelqu'un qui a le double des clés de son appartement et dont n'importe qui en bas de l'immeuble peut ouvrir la porte, surtout qu'il y avait quand même du monde qui entre dans cet immeuble. Ainsi, on est un peu étonné de la version de Thérèse qu'elle reste 15 minutes en bas de l'immeuble à attendre, quand on sait que dans cet immeuble, il y a beaucoup d'entrées et sorties à cette époque-là, et qu'il y a des fans qui entrent facilement dans cet immeuble. Mais pourquoi pas? Mais en tous les cas, votre lettre est vraiment très intéressante. Oui, il y avait une fille qui était dans l'appartement, elle disparaît de l'histoire. Est-ce que par hasard, elle a croisé Marie-Thérèse, ouvert la porte, et puis est-ce qu'elle est sortie alors que Thérèse entrait dans l'immeuble? C'est bien possible. Claude s'est levé vers 9h55. Le message laissé à son docteur en atteste. Alors là, M. Pili nous explique que Claude s'est réveillé à 10h du matin, aux environs de 10h du matin. Donc le message qui a été laissé entre Claude au téléphone et son médecin en atteste, bien que ce fût un message enregistré qui lui a été porté. C'est un peu plus compliqué. Mais en tous les cas, en atteste. Et c'est vrai que c'est un peu logique qu'il soit réveillé vers 10h du matin, parce qu'on ne comprend pas l'histoire de Thérèse. Elle explique qu'elle est arrivée vers midi. Et puis elle explique qu'à midi 15, Claude lui ouvre la porte. Mais dans ce cas-là, s'il lui ouvre la porte à midi 15, elle dit qu'elle a attendu 10 à 15 minutes. Ça veut dire que Claude lui a dit « je vais venir » vers midi. Il lui a parlé vers midi en réalité. « J'arrive Thérèse, patientez, j'arrive ». Donc il a répondu vers midi, puisqu'elle dit que c'est lui qui a répondu. Et c'est lui qui a dit qu'il allait venir. Donc on peut fixer l'heure du réveil au minimum midi. Or, Kathleen explique que ce soit par l'agenda de Fabien Lecoeuvre et des centaines de témoignages qu'on peut regrouper sur des années, alors, je ne dis pas des centaines, on va dire une dizaine. Parce qu'une centaine de témoignages, ça serait l'ensemble général de la mort de Claude. Là, on vous parle d'une dizaine de témoignages, que ce soit à travers les livres, la télé, etc. Elle, Kathleen, est toujours
si vous voulez, elle a toujours voulu rester sur cette version que Claude s'était réveillé à 13 heures. Mais c'est impossible qu'il s'est réveillé à 13 heures. On a déjà le message envoyé à son médecin à 10 heures du matin. Et on a Marie-Thérèse. Elle explique que Claude lui a parlé et lui a dit qu'il allait venir ouvrir la porte. Quand il lui parle, il est midi seulement. Il n'est pas midi 15. Donc c'est 1 heure avant la version de Kathleen. Alors on continue la lettre de M. Pili. Je souligne en bleu pour vous permettre de mieux la voir. Et il était très mal. Oui, c'est vrai que vers 9h55, Claude était très mal, c'est ce qu'il dit au téléphone. Et je pense qu'il est mort avant midi. La seule chose qui cloche, c'est que la sœur de Claude dit avoir reçu un appel de lui vers 14h05. A-t-elle menti pour adhérer à la version concordée par la belle Marie-Thérèse? Alors j'ai bien aimé le mot la belle Marie-Thérèse. Voilà, les mots sont très bien choisis parce qu'elle était vraiment très jolie, elle l'est toujours. Toujours est-il, je vais souligner les passages que je vous lis. Toujours est-il qu'il y avait pas mal de monde dans cet appartement. À mon avis, on peut même dire que ça grouillait de monde. Et je ne pense pas que Marie-Thérèse, qui devait avoir 20-25 ans, à l'époque, soit capable de faire une mise en scène pareille. Alors je vous réponds en commentaire, non bien sûr, on sait que Marie-Thérèse, la seule chose qu'elle a fait au maximum, c'est jouer un témoin, un rôle, pour aider une personne qui était le vrai témoin et qui préférait partir de l'histoire. On sait que Geneviève Leroy a préféré quitter l'appartement. Et par rapport à ce qu'elle nous dit, forcément, elle a vu Claude mort, puisqu'on sait qu'il est resté pratiquement 1 heure avant sa déclaration mort. Donc, elle ne peut pas l'avoir vu à 5 minutes. Je parle de sa grande attachée de presse, qui est Geneviève Leroy. Ainsi, oui, dans cette lettre, on retrouve évidemment que Marie-Thérèse ne peut pas avoir mis en scène une telle histoire. Surtout qu'on voit qu'il y avait d'autres personnes avant elle. Une jeune fille, mais aussi Geneviève Leroy, et aussi un homme, Gérard, et tant d'autres personnes. Ainsi, il est évident que Marie-Thérèse ne peut pas avoir monté toute cette histoire toute seule. Il y a quelqu'un d'autre derrière. On pense évidemment plutôt à un homme, c'est vrai. Donc, à l'époque, il m'explique pour Marie-Thérèse, on ne pense pas qu'elle soit capable de faire une mise en scène pareille. Je dirais non, puis ça n'aurait aucun sens. Bien qu'elle a quand même fait des démentis en radio, et elle atteste dans la collection officielle, qu'elle a démenti la mort de Claude François, expliquant qu'il n'était pas mort. C'est tout de même à préciser. Monsieur Pelli me dit qu'elle n'avait pas les épaules. Alors les épaules, ça veut dire assez large, c'est une expression française. Seul un homme avec de la bouteille, ça veut dire un homme qui aurait, vous voyez, un certain âge, ça veut dire ça, avoir de la bouteille, a pu prendre la décision de faire toute cette mise en scène. Et cet homme ne peut être que Alain-Dominique Perrin, futur compagnon de Marie-Thérèse. Oui, je vous réponds, monsieur Pili, bien sûr qu'on peut aller que dans ce sens, puisque c'est Marie-Thérèse qui, au téléphone, le 11 mars 1978, explique à Alain-Dominique Perrin, dans un entretien qu'elle n'a jamais révélé, mais moi j'ai révélé toute cette histoire. Elle a quand même parlé de cet entretien dans la collection officielle, je le précise, mais vaguement n'a pas donné de détails. Elle explique à Alain-Dominique Perrin de vite venir à l'appartement parce qu'elle elle peut plus gérer la mort de Claude François et elle demande qu'il s'en charge. On sait qu'il avait un peu d'attirance pour elle et qu'il aurait fait un peu n'importe quoi pour l'aider, pourquoi pas même la sauver. Bien que je ne pense pas qu'elle avait besoin d'être sauvée d'une telle histoire, mais du moins d'être aidée. Il est clair que Marie-Thérèse, à un moment donné, elle a besoin d'aide et elle réclame cette aide au téléphone. Elle explique à Alain-Dominique Perrin, tu dois venir, etc. Elle réclame de l'aide. Elle explique qu'elle ne veut plus gérer la mort de Claude François et qu'elle a fait un démenti sur sa mort, expliquant donc qu'il n'était pas mort. Donc Alain-Dominique Perrin, suite à cet entretien téléphonique entre Marie-Thérèse et lui, un entretien resté très secret, décide de débarquer à l'appartement. Ça veut donc dire qu'à un moment donné, il n'était peut-être pas là. Mais là, dans cette lettre, M. Pelli nous explique que finalement, il était peut-être là dès le départ. Et c'est la question, c'est un peu ce qu'il veut nous dire. Mais évidemment, il nous dit pas, dans la lettre, il nous dit pas vraiment ça non plus. Mais il parle qu'il y avait un homme qui a géré cette affaire, qui a de la bouteille, c'est-à-dire de l'expérience. Et on sait qu'Alain-Dominique Perrin gérait les entreprises de Claude, décidées par lui 15 jours avant sa mort. Ainsi, il s'est retrouvé aussi gérant de sa mort.
On parle beaucoup de la gérance de ses biens. Personne ne parle que Alain-Dominique Perrin a été le gérant de la mort de Claude François, alors que Marie-Thérèse l'avoue dans la collection officielle de Clo-Clo Junior. D'ailleurs, j'embrasse les fils de Claude François qui sont en contact avec moi, on reste en contact. Oui, on doit dire, Marie-Thérèse, écoutez bien, demande de l'aide par téléphone à Alain-Dominique Perrin. Elle lui demande de venir, elle ne peut pas gérer. Elle explique même au téléphone qu'il y a des gens qui arrivent à l'appartement de plus en plus, et des gens qu'elle connaît et d'autres qu'elle ne connaît pas. Et que l'appartement se remplit un peu de n'importe quoi, n'importe qui, et que c'est le moment quand même que quelqu'un gère les choses, ait un peu d'autorité. Visiblement, il semble qu'elle n'a pas eu l'autorité de rejeter ces gens de l'appartement, puisqu'elle dit qu'elle ne peut rien faire. Elle est dans l'appartement et demande à Alain-Dominique Perrin de venir gérer. C'est-à-dire elle a besoin d'un homme qui a un peu d'autorité. Donc on pense que c'est à ce moment-là, lui, qui a dit aux gens, bon, vous pouvez entrer, ou alors vous entrez pas. Il doit y avoir quelque chose comme ça, puisqu'elle explique qu'elle n'arrive pas à interdire les gens d'entrer dans cet appartement, je le précise. On continue donc cette lettre de M. Pili. Toutes les preuves sont trouvables. Alors je suis d'accord avec vous, Monsieur Pili, c'est vrai que toutes les preuves sont trouvables dans cette affaire, puisque les témoins se sont jamais concertés, donc ils ont toutes des versions différentes, et il est donc très facile même aujourd'hui de reconstruire un pôle à peu près correct de l'histoire. Il n'y a jamais eu d'applique. Alors ça m'intéresse. Regardez, Monsieur Pili me dit, il n'y a jamais eu d'applique. C'est ça le problème, c'est que beaucoup de gens ont dit que cette applique n'existait pas. Et Vline Buggy, la compositrice de Claude, dira que de nombreuses années, elle a été, c'est vrai, on peut le dire, harcelée par le show business français, où les stars lui disaient, les artistes, il n'y a pas d'applique au-dessus du bain de Claude, il ne peut pas être mort de cette façon, il y a autre chose. Et donc elle a répondu, mais un peu maladroitement, expliquant qu'elle pensait que l'applique avait été installée au mois de juillet, mais on sait qu'il n'était pas à son appartement et n'a pas installé cette applique. L'électricien l'a confirmé qu'il n'a jamais installé cette applique. Et d'ailleurs, personne n'a jamais retrouvé la facture de cette applique, alors que si elle avait été installée, il y aurait eu forcément une facturation, surtout dans les moments où il avait des problèmes, il avait besoin de tout justifier par rapport aux impôts. Et s'il avait installé une applique, il aurait été heureux, je parle de Claude, de montrer aux impôts cette applique. Je ne parle pas de l'applique, mais la facture. Vous voyez, j'ai des difficultés, j'ai des factures à payer. Donc on sait que les 2 dernières années de sa vie, Claude facturait absolument tout, mais même pratiquement une brosse à dents. On sait que Geneviève Leroy parlera de factures pour des stylos. Vous vous rendez compte qu'il facturait, Claude, des stylos à billes qui coûtaient rien du tout, tout était facturé. Ainsi, cette histoire d'applique non facturée, dont apparaît aucune preuve d'achat, montre un total montage de quelqu'un. Et ça, on peut le prouver par tous les documents qui sont en la possession de Fabien Lecoeuvre, que j'aime infiniment, quelqu'un de très professionnel. Et je sais que Fabien a une qualité, c'est que même s'il voit cette série d'émissions, il n'essaiera pas de fabriquer des faux. C'est-à-dire, il ne va pas essayer de fabriquer une fausse facture ou quelque chose. Fabien Lecoeuvre, d'ailleurs, je pense, s'il a vu cette série d'émissions, a compris lui-même que le but est de trouver la vérité sur la mort de Claude. C'est pas de renforcer une histoire qui n'a jamais existé. Je pense que Fabien Lecoeuvre a compris ça, et d'ailleurs, plusieurs fois, Fabien Lecoeuvre l'a dit dans plein d'émissions, que la thèse officielle, c'est vrai qu'elle tremble un peu, hein. Devant d'autres versions, il reconnaît lui-même, même une possibilité, il le dira, d'un assassinat. Alors si Fabien Lecoeuvre vous parle d'un assassinat, c'est quand même, s'il ose même ouvrir sa bouche là-dessus, c'est qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur la version officielle, et c'est bien de ne pas l'être. On ne doit pas être des enfants stupides qui ouvrent la presse et dont on devrait écouter tout ce qu'on nous dit, hein. Donc on continue cette lettre de M. Pili. Claude, qui était loin d'être un con, moi je dis, mais là il me dit Claude qui était loin d'être stupide, ce qui est quand même plus gentil, ne se serait jamais électrocuté aussi connement que cela. Vous voyez, Monsieur Pili m'explique, Claude qui était loin d'être stupide, c'est vrai que c'était quelqu'un de très, très maniaque, très intelligent, ne se serait jamais électrocuté aussi connement que cela. Et là, je vais vous dire,
Par rapport à votre lettre, moi je suis d'accord, puisque Myriam, qui a ouvert le fan club de Claude François, expliquera que quelques jours avant sa mort, Claude parlait de l'électricité, qu'on ne devait jamais avoir les mains mouillées quand on touchait de l'électricité ou autre, et qu'il avait justement très très peur de ça. Donc pour cette raison, comme il avait toujours peur de l'électricité, il avait tout enlevé dans sa salle de bain lié à l'électricité. Il n'y avait même pas une prise de courant pour se raser le visage. Claude utilisait des rallonges qui partaient de sa chambre et qui arrivaient jusque dans sa salle de bain. Ainsi, un admirateur de Claude des années plus tard, c'est-à-dire quelqu'un qui l'avait bien connu et qui avait remarqué ce détail dans la salle de bain, expliquera que l'histoire qui se serait électrocutée sur une applique que lui d'ailleurs n'avait jamais vue, même pas une prise de courant, lui a semblé évidemment faux. Et il n'y a pas qu'une personne qui l'a dit, on parle d'une centaine de personnes autour de Claude qui peuvent témoigner qu'il n'y a jamais eu d'applique au-dessus de son bain. On parle d'une centaine de personnes et pas simplement quelques personnes, parce que là on a plus de témoins, parce que ce sont des gens, si vous voulez, qui ont visité la salle de bain dans les 2 ans en tout de son électrocution. Et on sait qu'il y a au moins une dizaine, voire une quinzaine de personnes qui ont visité sa salle de bain dans les 1 mois de sa mort. Au moins 15 témoins qu'on peut trouver. Je parle dans les 1 mois de sa mort. Et puis plus tous les autres. Donc quand même, on a des gens qui ont visité ces salles de bain, qui ont pris des bains, qui se sont nettoyés le visage ou autre. Donc c'est des gens quand même qui connaissent cette salle de bain. Claude avait une pharmacie et parfois des gens allaient dans sa pharmacie prendre un médicament. Et il autorisait, parfois les accompagnait. Puisqu'il avait une grande pharmacie de 3000 médicaments dans sa salle de bain. C'était à préciser. Donc je suis d'accord avec vous, ça n'a aucun sens une électrocution comme ça dans un bain, tout nu, changeant une ampoule dans une première version, puis après, au bout de 10 ans, finalement, c'était tellement une version qui tient pas debout, c'est vrai, elle tient pas debout la version, qui nous ont raconté tout à fait autre chose. On continue la lettre. Mais il est sûr que cela aurait entaché sa réputation si on avait su qu'il était mort d'une surdose de médicaments en compagnie d'une jeune mineure. C'est vrai que ça aurait été un peu gênant une telle mort, mais en même temps, on voit que Michael Jackson a eu un problème assez similaire et personne ne lui en veut. On voit que d'autres artistes sont morts avec des médicaments et personne ne les critique. À la limite, je me demande si l'électrocution, qui est une mise en scène, n'a pas été pire. Finalement, n'a pas plongé la France dans une sorte de cauchemar, de mensonge aussi collectif et national. On parle d'un mensonge national parce qu'on sait qu'il ne peut pas être mort comme ça. On voit bien qu'il y a eu toute une autre histoire cachée. Donc forcément, on doit se mettre à la place des gens. Je pense que c'était mieux dès le départ que la vérité soit dite et soit sue. Peut-être pas, c'est vrai, les premiers mois. On est d'accord, mais au moins ils auraient pu dire la vérité 10 ou 15 ans après. S'ils n'osaient pas la dire le jour même, bon, avec le temps, les gens sont un peu plus conscients du danger des médicaments, puisqu'on sait que depuis quelques années que les médicaments déclenchent des accidents mortels. On le sait depuis peu en fait, parce que tout ça on ne le savait pas même il y a 30 ans. Et grâce aux informations comme Mediapart ou des gens professionnels comme ça, on arrive à avoir des informations sur les médicaments. C'est vrai qu'aujourd'hui un médicament peut tuer. Et quand il ne vous rend pas débile, comme certains médicaments qui tuent aussi vos neurones. Donc on ne connaissait pas tout ça à l'époque, tous ces médicaments capables de détruire quelqu'un, de tuer quelqu'un. On n'avait pas, si vous voulez, en France, une éducation. Et si on l'avait eu, je pense que la mort de Claude pouvait très bien être dite de cette manière, et c'était plus intelligent que de raconter une histoire qui change 3 ou 4 fois de version pour chaque témoin. Alors on continue cette lettre. Oh pardon. Un peu comme dans la mort de Balavoine, donc je précise Daniel Balavoine, ou de Coluche, il suffit de chercher pour voir que la version officielle est fausse. On est d'accord, on sait que la version de Daniel Balavoine est une fausse version, ça a été prouvé, c'est vraiment très compliqué. Moi j'ai toujours pensé que Daniel avait été abattu par un gang, puisqu'à cette époque-là il amenait du matériel pour fabriquer des puits d'eau. Il peut y avoir une guérilla entre gangs, et puis ça s'est mal passé, ils ont attaqué son avion. Ce qui me paraît le plus évident. Il a voulu aider une tribu, et puis il est tombé sur une autre, ils ont attaqué un avion. Surtout que ces tribus-là possèdent tous même des missiles. Hein. C'est une chose qu'on ne sait pas. Ils n'ont pas d'eau, mais ils ont des missiles. Ils ont des kalachnikovs, mais ils n'ont pas d'eau. C'est à préciser quand même, ne rigolez pas. C'est à préciser quand même, ils ont des munitions, des kalachnikovs, mais dans ces tribus, ils n'ont pas d'eau. C'est quand même à préciser quand même.
avant de ravitailler certaines tribus, méfiez-vous quand même. Alors on continue cette lettre, très belle lettre de Monsieur Pili. Sylvie Mathurin indiquait être arrivée avant les polices. C'est vrai qu'il y a eu 2 polices, celle du président et celle qui n'est pas de l'arrondissement mais qui était aux alentours, celle qui était en rôde, si vous voulez, qui rôdait à travers leur voiture. On sait qu'il y a eu dans la police du Quai d'Orsay aussi avec Michel Plepper. Il y avait plusieurs polices. Il y avait le Quai d'Orsay. Il y avait ce qui est très étrange dans la mort de Claude, c'est pour ça que je fais une parenthèse. Il y avait toutes les polices. Écoutez, vous allez exploser de rire. Il y avait la police présidentielle, la police du Quai d'Orsay, c'est-à-dire Michel Plepper, la police d'autres arrondissements qui, par hasard, se baladaient dans le coin. Voilà, un hasard. Ils étaient là dans le coin, eux aussi. Ils nous diront la même chose que Michel Plepper, qui est numéro 1 du crime en France, des dossiers criminels. Ils étaient tous là par hasard. Et étonnamment, des gens en face diront il n'y avait aucun visage qu'on connaissait. Et il n'y avait aucun policier du 16e arrondissement. Bon, c'est très inhabituel. Une histoire où il n'y a pas un seul policier de l'arrondissement concerné. Et ça, ils n'ont jamais répondu à cette énigme. Ils étaient tous là par hasard, mais les seuls qui auraient dû être vraiment là, c'est le 16e arrondissement, et eux n'étaient pas là du tout. À préciser quand même. Vous voyez que sur la mort de Claude, on pourrait encore en écrire et en dire des choses. Ne ratez pas la suite de ces émissions. Mais il faut reconnaître, alors quand on dit il faut en français, mais ça se traduit par mais on doit reconnaître, que pour continuer à mentir depuis tant d'années, Marie-Thérèse mérite le César de la meilleure actrice. Quant à Kathleen, elle mérite, elle, le César du meilleur second rôle dans une fiction. Oui, parce que Kathleen, je suis d'accord avec vous, est surtout une décor dans un potiche. Elle raconte une histoire opposée à Marie-Thérèse, et elle, c'est une fiction qu'elle raconte. Parce que des doigts carbonisés en 5 secondes, ça n'existe pas. Et la longue conversation de mariage, elle n'est pas attestée par Thérèse, Marie-Thérèse, qui explique qu'à peine arrivée sur la terrasse, elle redescend. Il n'y a pas de longue conversation de mariage. Bien entendu, la famille n'a pas voulu faire d'autopsie. Et oui, ça aussi, c'est ce qui est choquant dans la mort de Claude-François, ce refus quand même de faire une autopsie, qui est plus que choquant. Enfin, pour moi, me choque parce que c'est une demande de Valéry Giscard d'Estaing. Vous vous rendez compte, refuser une autopsie d'un président de la République, c'est une histoire pas claire quand même. Pourquoi refuser une autopsie d'un président de la République? Ça n'a pas de sens. Donc ils savaient tous quelque chose. Et puis, donc ce courrier se termine progressivement par le cercueil de Claude a été dérobé quelques jours après. C'est vrai, hein, on doit dire 2 semaines après, c'est quand même assez court comme temps. On parle même d'un kidnapping du corps de Claude-François et de son cercueil, annoncé par France Dimanche de cette époque. Étrange, me dit monsieur Pili, bah oui, c'est quand même étrange que la tombe, elle a tenu 2 semaines. Et que même quelqu'un a réussi en 2 semaines à voler le cercueil, à entrer, à ouvrir cette tombe. Bon, la dalle était quand même très lourde. On s'étonnera comment des gens ont réussi à entrer dans cette tombe. D'ailleurs, quand il s'agit de faire un test ADN, alors je précise que le test ADN, bien sûr, pour l'affaire de Claude-François de cette époque n'existait pas, mais il existait des tests sanguins, plein de choses qui étaient l'équivalent. Donc, quand il s'agit, je répète, d'ailleurs, alors on va reprendre le courrier d'ici, c'est plus simple. D'ailleurs, quand il s'agit de faire un test ADN pour savoir si la jeune femme belge qui disait être la fille donc de Claude-François, donc, c'est une Claudette qui a donné une mèche de Claude et ils ne sont pas allés déterrer le corps de Claude-François, donc, comme ils l'ont fait avec Montand. Tout simplement car il ne doit plus y être. Alors là, c'est l'observation la plus incroyable. Vous vous rendez compte que la fille de Claude-François a été reconnue à partir d'une mèche de cheveux qui a été donnée par une Claudette. Une Claudette a conservé les cheveux de Claude-François. Puis elle a donné cette mèche de cheveux à quelqu'un, la police ou autre, et eux ont fait une analyse et ont prouvé que la fille de Claude-François, c'est sa fille à partir d'une mèche de cheveux conservée par une Claudette. Mais déjà, on va pas être mauvaise langue, mais on doit être sûr que ce sont les cheveux de Claude-François. Mais on pense que oui quand même. Donc on ne pense pas qu'il y a eu d'entourloupette ou de mensonge. Mais quoi qu'il en soit, la nature de la lettre
oublions quand même la fille de Claude, respectons-la. Mais quoi qu'il en soit, cette nature et cette lettre nous montrent qu'effectivement, ils n'ont pas déterré Claude François pour faire un test ADN pour savoir si c'était sa fille. Non, ils ont été curieusement chercher une mèche de cheveux. On s'étonnera que la justice française demande à une Claudette une mèche de cheveux pour savoir si la fille de Claude François c'est sa fille, alors que pour Yves Montand, ils n'auraient jamais fait une telle chose. Ils ont déterré son corps. Mais là, qu'y a-t-il à déterrer? Pas grand-chose. Peut-être bien un cercueil vide, et c'est bien le problème. Et là, on doit s'interroger. Pourquoi la justice fait-elle une procédure différente entre Yves Montand, qu'ils ont déterré, et Claude, une procédure faite sur une simple mèche de cheveux? Voilà, on pourra se poser des questions. Et il y a plein de questions à se poser. Je suis convaincu que sa sœur, donc sa sœur c'est la sœur de Claude François, et la mère de sa femme. Alors la mère de sa femme, waouh, et la mère de sa femme, qu'est-ce qu'il entend par là? Est-ce que vous entendez la mère de sa femme? Alors là, j'ai pas trop compris. Je suis convaincu que sa sœur, donc ça c'est la sœur de Claude François, et la mère de sa femme connaissent la vérité mais se taisent. Alors là, j'ai pas trop compris le sens de la lettre. Est-ce que vous parlez à ce moment-là, Monsieur Pili, de Jeanne-Marie Forêt, de son nom Isabelle Forêt, nom d'artiste? Oui, peut-être qu'Isabelle sait un petit quelque chose, puisqu'elle a dit le jour de sa mort qu'elle savait qu'il allait mourir, et elle le savait depuis un petit moment. Donc peut-être qu'elle savait plus, mais qu'elle n'a pas osé en parler. Tout ceci est passionnant en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée. Donc une lettre de Marc Pili. Monsieur Marc Pili, je ne sais pas quoi vous dire, sinon c'est très touchant que cette série d'émissions vous touche le cœur et vous la suivez. Alors je vous ai lu cette lettre, je vous donne rendez-vous pour la suite de cette émission dans quelques heures sur YouTube. À très bientôt.